Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase là, l'émission vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine, Marc-André au micro. Et comme d'habitude, je suis entouré de mes fidèles collaborateurs, Samuel. Bonjour. Rosemary. Allô. Et notre invitée cette semaine, Marie-Ève Rousseau. Bonjour. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci de venir à l'émission aujourd'hui. Puis en fait, tu vas venir nous parler de Gratuvoris. C'est ça, je me suis pas trompé dans le nom? Non, pas du tout, en Parfait. fait. Oui, il y a plusieurs termes, mais c'est en fait le plus utilisé. Super, donc on va décortiquer ça un peu, nous expliquer c'est quoi. Je pense qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui risquent de pas trop connaître ça. Mais avant, pour être dans un meilleur mood pour la discussion, Rosemary, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on boit cette semaine. Donc oui, aujourd'hui, on boit la Blafarde, qui est fait en fait par la brasserie Les Étranges Artisans Brasseurs, mais qui est brassée chez la microbrasserie Le Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Aviez-vous déjà entendu parler de cette brasserie-là, vous, Les Étranges Artisans Brasseurs? Non, mais j'adore le nom. Oui, c'est un très beau nom, mais comme ça fait un bout quand même que je me promène dans les sections bières à l'épicerie, on va se le dire, ou dans les épiceries spécialisées, puis je les avais jamais vues, bien franchement, donc je les ai vraiment pris parce que je les connaissais pas du tout. Donc voilà, on les essaie aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on boit une bière blanche selon l'étiquette, mais c'est plus précisément une Witbier, donc une bière de blé de style belge. Donc, qui s'apparente quand même à, souvent, je vous présente plutôt des Hefeweizen, des Weizen qui sont les bières de blé de style allemand. Donc, la seule différence avec la Witbier, c'est qu'elle est d'origine belge. Donc, c'est une bière à la robe dorée claire qui est légèrement trouble. Le collet s'estompe assez rapidement quand même. Au nez, on a des arômes de blé, citron, poivre qui rappellent un peu les Weizen. Justement, moi, avant de savoir que c'est une Witbier, comme je dis, je pensais tout simplement que c'était une bière blonde, mais en la sentant, j'ai fait, c'est pas une bière blonde, ça, c'est une Weizen. Mais finalement, c'est ça, c'est pas une Weizen, c'est une Witbier. En bouche, il n'y a rien de surprenant. On retrouve pas mal les mêmes arômes que quand on la sent. Donc, blé, citron, poivre. Les saveurs sont assez légères, puis assez rafraîchissantes quand même. Donc, en conclusion, encore une fois, c'était pas une bière qui sortait vraiment des sentiers battus, là, comme je vous avais présenté, je crois, il y a 2 épisodes, là, il y avait la Doris du naufrageur, qui était bonne. C'est des bonnes bières. Encore là, c'est une très bonne bière, mais on sort pas vraiment de l'ordinaire. Là. Mais pour les fans fidèles à ce style-là, ou pour les amateurs de Witbier, c'est une très bonne bière. Donc, c'était la Blafarde de la brasserie Les Étranges Artisans Brasseurs. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne petite bière plus tranquille. Disons, la semaine dernière, on buvait la Gin Ale qui était. Moi, ça a vraiment été un coup de cœur, mais ouais. C'est ça fait du bien de retomber un peu dans le plus simple, plus des fois. traditionnel, en guillemets, si on veut. Ça veut pas dire que c'est mal non plus. Ça non, fait exactement. du bien de varier entre les deux. C'est une bonne bière, je pense, pour commencer. Tu sais, un vendredi soir, après une semaine de travail. Oui, sur une terrasse l'été. Sur une terrasse l'été, peut-être pas là. Mais non, on s'en parle dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Une bière pour commencer. Ouais, c'est bien dit. Fait, merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. Non, Marie-Ève, on est dans les maris ce soir. Ben oui. Donc, Marie-Ève, c'est quoi en fait c'est quoi ce Gratuvoris? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais utiliser durant l'entrevue le gratuvorisme est parfait, c'est le terme le plus utilisé en français. Moi, je préfère par contre l'expression anglophone friggin'. Donc, c'est quelqu'un qui va vivre tout simplement de biens de seconde main ou gratuits qu'il va trouver dans son cercle social, qu'il va retrouver aussi dans des bennes commerciales, par exemple, qui sont des invendus. Donc, je vais, pour les besoins de l'entrevue, utiliser ce terme-là. Parfait. On va arriver dans la définition par après. Donc, le mode de vie friggin', c'est justement un mode de vie qui vise uniquement une certaine simplicité. Donc, c'est de vivre dans la non-consommation. Donc, c'est de ne pas sortir d'argent du tout pour ses besoins personnels, que ça soit au niveau vestimentaire, que ça soit au niveau des biens et services, que ça soit au niveau de l'alimentation. Personnellement, moi, j'ai commencé le mode de vie friggin' en septembre 2015 quand j'ai déménagé à Montréal. Étant un premier appartement, étant une Québécoise typique, toute la famille se débarrasse de ses vieux meubles et t'as donc ça dans ton petit logement exigu
qu'est-ce qu'on fait quand même le chat trouve plus de place pour bouger? Ouais. J'ai une amie qui, en venant pendre ma crémaillère un bon matin, me dit « Hey, tu devrais t'inscrire sur un groupe de troc. » OK. Par curiosité intellectuelle, je me suis mis à prendre des photos de tout ce que je voulais me débarrasser. Puis j'ai envoyé ça dans l'univers des réseaux sociaux. Puis j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé de la vaisselle de restaurant. J'ai trouvé... Maintenant, je suis rendue avec une collection de 4 paires de Doc Martens neufs. Ouais, Québec solidaire serait jaloux. Oui! Je me suis habillée de la tête aux pieds à plusieurs reprises. J'ai refait ma garde-robe à plusieurs reprises avec des vêtements que je n'aurais pas achetés. Autrement, j'ai commencé le déchétarisme ou le gratuivorisme en octobre 2015, peu après, en furetant sur les réseaux sociaux, surtout en faisant du troc, on se rend compte qu'on rencontre souvent des gens qui nous ressemblent. Parce que pour échanger un objet qui intéresse 2 parties, ça prend un minimum d'intérêt commun ou des valeurs communes. Donc, à force de troquer toujours avec les mêmes personnes, veut pas, ils se forment des affinités, ils se forment des amitiés. Puis, j'ai plusieurs gens qui m'ont parlé par la bande du déchétarisme et du fait qu'à Montréal, présentement, il y a une map sur Google des bonnes bennes à ordures de Montréal qui jettent des choses souvent. Donc, par pure curiosité, moi, néophyte, n'étant pas sur la liste électorale de l'endroit où j'habitais à ce moment-là, je me suis dit, ce soir, Justin est élu, je vais aller faire des vidanges. J'ai l'impression qu'il y a une couple de degrés là-dedans, là. Mais On comprend bien ce qu'on veut. Ouais. Donc, oui, je me suis rendu compte, en fait, en furetant la map par pure curiosité, qu'il y avait une bonne benne à quelques rues de chez moi. Donc, je me suis dit, ce soir, rien à faire, pourquoi pas. Je suis allée, j'ai rien trouvé, mais j'ai continué à garder les yeux ouverts un petit peu partout. Ça a pris 3-4 mois avant de retourner exactement au même coin, par pur hasard, puis cette fois-là, j'ai trouvé assez de fruits et légumes pour remplir un bol à fruits. Quand même. Oui. Pour quelqu'un qui est habitué de payer ses fruits et légumes, puis même sans luxe, s'en sort avec une épicerie de plus que 60, ce n'est pas 100 $. C'est quand même le fun d'avoir un petit cadeau comme celui-là. On le sait, c'est très cher à l'épicerie des fruits et légumes, alors que ça devrait être pas mal à la base de l'alimentation de tout le monde, puis c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à consommer. Et pourtant, moi, je viens d'acheter cette semaine un chou-fleur à 6 $. Ça a fait mal un peu. Ouais. Je sympathise parfaitement avec cette douleur-là. Présentement, malheureusement, avec la conciliation travail-études, je n'ai plus autant de temps pour faire des bennes. Donc, il y a des fois des moments où je me retrouve à court et je dois casser mon cochon. Donc, après plusieurs semaines et plusieurs mois, sans rentrer dans une épicerie, quand je décide de briser le jeûne et que je rentre chez Maxi, j'ai toujours une mini-crise cardiaque quand je vois la fluctuation des prix. Oh! Surtout face à certains items qu'on est habitué de trouver à répétition de manière systématique dans certaines bennes définies. On les regarde et on est comme, voir que je peux en trouver 12 comme ça pour pas une scène. Puis ça, tu parlais justement de trouver des fruits et des légumes. C'est dans quel état tu vas trouver ces fruits et légumes-là? Évidemment, ils sont consommables, je le souhaite. Mais en général, qu'est-ce que tu vas voir? À quel point, disons, le ratio de qu'est-ce qui est consommable versus qu'est-ce qui ne l'est pas que tu vas trouver dans les ordures? Je vais te dire, ça va varier de l'endroit. Okay. Ça va, en général, c'est en état moyen à bon. Parce que, à la base, surtout dans les ruelles à Montréal, étant donné qu'il y a un grand débit de déchets, je pense par exemple à la rue Mont-Royal, ça serait beaucoup trop une problématique sanitaire de ne pas ramasser les déchets à chaque soir. OK. Les déchets commerciaux. Donc, ça serait littéralement un danger de santé publique du fait de laisser de la nourriture comestible traîner aussi longtemps. Aussi, ça serait un problème au niveau de la peste.
Donc, je dirais que les fruits et légumes restent très, très rarement longtemps dans une benne. Donc, ça demande quand même un coup de chance que de tomber sur une benne où est-ce que il y a où est-ce qu'il y a des produits consommables dedans, là. Je veux dire, j'imagine que le gap de temps que tu as pour venir entre le moment que ça a été jeté puis le moment où est-ce que ça va être ramassé, il est court. Pas toujours. Je dirais, ça va dépendre toujours de l'endroit où tu le trouves. Par exemple, il y a littéralement des bennes où les commerçants savent pertinemment qu'il y a des glaneurs, qu'il y a des gens qui fouillent et qui vont mettre de la glace dans les conteneurs en sachant très bien que c'est de la nourriture qui va être mangée. Puis aussi pour éviter les odeurs, la prolifération des gaz durant les canicules. Donc ils vont mettre de la glace, puis les aliments vont se conserver. Ou sinon, en hiver, puis ça aussi ça peut être un problème, les conteneurs à déchets en métal deviennent comme des gros frigos. Ben oui. Donc c'est la période bénie de tout ce qui est viande, lait, yogourt, fromage. C'est un petit peu plus dangereux par contre pour les fruits et légumes parce que tout dépendant au moment où ils sont jetés, souvent le froid ruine la qualité. Principalement avec la laitue. Même dégeler une laitue qui est dure, un popsicle, la laitue malheureusement c'est pas très intéressant. Puis une fois dégelé, ça devient comme tout mou, puis il y a comme plus rien à faire avec ça. C'est dégueulasse, ça devient comme un skate towel mou. Exact. Puis écoute, je pense qu'il y a un beau lien à faire. Tu parles de laitue. On a eu le cas de la romaine et avec le eucalypte il y a quelques jours, quelques semaines. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que tu vérifies plus souvent qu'avant ou quand il y a les rappels pour la bouffe? Est-ce que ça peut se ramasser justement dans ces bennes-là ou je sais pas s'il y a un traitement à part de santé publique qui se fait pour ça? Mais... En fait, quelque chose, le trait même, la porte d'entrée de chaque dumpster diver, c'est de commencer par les groupes de médias sociaux de dumpster diver. C'est souvent comment on va commencer à en faire. Il y a vraiment une communauté dédiée à ça à Montréal. Oui, il y a une communauté. En fait, il y a une communauté freegan très active à Montréal. Puis le principe même, c'est de rendre service à l'autre. C'est collectivement de veiller l'un sur l'autre. Puis si on sait, par exemple, qu'une personne a besoin de tel item de manière régulière et que nous, on en trouve, la base, c'est de tout ramasser, lui donner un appel, puis justement faire la transaction pour qu'elle puisse avoir ce dont elle a besoin. En contrepartie, justement, cette communauté-là, ce qu'on va faire, c'est que si on voit dans les nouvelles ou, par exemple, sur le site de Santé Canada, que tel aliment se retrouve en rappel à cause de telle ou telle raison, on va faire circuler les annonces. Donc, par exemple, il y a eu le cas de la laitue. Il y a eu un autre cas dernièrement, ça a été les fruits congelés Arctic Garden. Ça a été partagé beaucoup dans les groupes de divers. Donc, on est très au fait. Dans la même journée, il y a peut-être 12 personnes différentes qui peuvent nous tenir au courant. Autrement, il y a aussi le sentiment de « il me semble que c'est trop beau pour être vrai ». Je vais vous raconter, il y a une anecdote avec mon très cher Clarence, qui est mon raton, mon raton helper qui part durant mes folles soirées de dumpster diver où on part à 8h, puis 8h le soir, on revient à 3h du matin. Il y a une fois où on a trouvé et on a compté 45 paquets de bacon. Ben voyons donc. Ouais, 45 paquets de bacon. Bon. Selon la date de péremption. Selon la date de péremption, la couleur, tout le kit. J'en ai encore dans mon congélateur. Ça fait 1 an. J'en dégèle encore. Il est très bon. Le réflexe qu'on a eu, c'est y a-tu un rappel à quelque part? On a fouillé de fond en comble Santé Canada et il n'y avait rien. Mais c'est donc bien étrange pourquoi une compagnie jetterait. Ça fait cher quand même du bacon. Ça fait très cher. Je vous dirais, souvent c'est pour faire de la place. D'autres fois, quelque chose que je me suis rendu compte souvent, c'est par exemple le paquet a été manipulé, donc l'intérieur est tout chiffonné dans l'emballage plastique. Il n'est pas aussi beau, il ne sera pas vendu ou va être vendu moins cher. Comme
le sempiternel exemple de la canne bossée. Les cannes qu'on va volontairement bosser pour Ouais. avoir une escompte. C'est un petit peu ça. Dans le but de prévenir cette stratégie-là, on va jeter directement. Il y a des raisons sanitaires aussi, il faut le rappeler. Là. Par exemple, pour des cannes bossées, il y a des risques d'oxydation. Puis il faut être vraiment prudent sur l'utilisation qu'on fait de ces cannes-là. Donc, une entreprise peut juste pas se permettre de prendre le risque de contaminer un client. Là. Oui, ça, je suis amplement d'accord avec toi. Par contre, à ce niveau-là, c'est vraiment des considérations au niveau esthétique. Donc, c'est un petit peu une bénédiction déguisée pour nous parce que à travers les 3 dernières années, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur toutes sortes de produits différents. J'ai pu, par exemple, avoir un contact avec toutes sortes d'objets, dont des Legos. Des Legos de Star Wars, dont la boîte était bossée. Ça, je suis assez jaloux, je dois l'avouer. Des Legos, des jouets d'enfants, dans les pharmacies, par exemple. Des chaînes de pharmacie que je n'aimerais pas. Tu m'as déjà trouvé une manette de PlayStation 4 que J'ai j'avais déjà- seulement Wow! besoin de changer une des gâchettes. Ça m'a coûté 10$ sur eBay, acheter le petit tournevis puis la gâchette. Wow. Oui, il est Le reste, la manette fonctionne encore aujourd'hui. Oui, t'as noté d'ailleurs qu'à ce moment-là, la console était sortie il n'y a même pas 6 mois. Ouais. Donc la manette datait, elle était neuve, littéralement, c'était un retour. Donc oui. C'est ça, c'est 70-80$. Là. Ouais. Qui ont juste mis d'un vidange. C'est ça, je l'ai réparé en 5 minutes, j'ai aucune habileté avec mes mains, puis j'ai pas eu de misère à le faire. Là. Je trouve ça aberrant. Oui, c'est quelque chose qui arrive très souvent d'ailleurs, de trouver des objets qui ont juste, excusez-moi l'expression québécoise, une vis de lousse. Ou par exemple juste une petite égratignure mais qui sont parfaitement fonctionnelles. Donc on apprend à être manuel, on apprend à se débrouiller, on regarde des tutoriels, on cuisine notre nourriture autrement, on s'organise entre nous, on se fait des appels, on échange nos choses. Donc on apprend vraiment à pallier, on décide que l'argent fait plus partie de notre vie ou le moins possible, donc on apprend à trouver des sentiers alternatifs pour pouvoir répondre à ces valeurs-là. On voit que ça croise un peu justement les mouvements qu'on retrouve sur le DIY, la réparation par soi-même finalement, que ce soit on retrouve, en fait, avec justement la prolifération de ces didacticiels qui nous apprennent à réparer, par exemple, changer la pile d'un téléphone cellulaire ou d'un appareil électronique ou simplement remplacer une pièce qu'on connaît souvent fautive. Tu parlais de manette de Nintendo 64, de manette de PlayStation, mais un classique, c'est la fameuse gâchette, la manette de Nintendo 64 qui avait tendance à devenir loose. Rapidement sur Internet, on a vu des gens comme partager de l'information puis partager comme les bons coups justement pour acheter la pièce pour la remplacer, puis finalement redonner une deuxième vie à l'objet. Ben oui. Donc là, je vois qu'il y a comme un lien à faire justement avec l'idée de récupérer ce qui est considéré comme un déchet, là, puis Oui, exactement. Puis même, on remarque surtout à travers ces regroupements-là que la notion de déchet est très relative. Par exemple, moi, personnellement, je suis une très, très grande fan de pots de sauce classico-recyclés. Parce que c'est la version friggin' littérale du pot maçon. On peut regarder quand on enlève l'étiquette de papier qu'il était écrit Mason dessus, comme la compagnie qui fabrique les pots maçons. Oui, c'est J'essaie littéralement... même pas de le cacher. C'est littéralement la même compagnie. Donc, sur des groupes Freegan, j'ai posté une annonce. J'ai dit, maintenant que je n'ai pas le temps de faire l'ébène, je veux quand même faire partie du mouvement zéro déchet. Trouvez-moi des pots classicaux, fouillez vos bacs de recyclage. Et je suis rendue avec une 50aine de pots maçons que je n'ai pas payés. qui ne se sont pas rendus au chemin, littéralement. Ouais. Mais je pense à ton père, Samuel, qui fait exactement la même chose. Là. Lui, je veux dire, il fait pas partie de groupe de Freegan, mais je veux dire, toutes les fois qu'on a des pots de sauce classico ou que lui en achète, il les garde puis il fait des conserves avec ça. Là, ça fonctionne tout ça aussi fonctionne bien. la même chose. C'est exactement la même chose, c'est le même concept. Exactement. J'ai goût d'en revenir un peu plus tôt. Tu parlais, toi en fait, tu es végétarienne. Oui. Donc, tu as mentionné la viande un peu plus tôt. C'est quelqu'un justement qui va manger de la viande, moi en tant que grand carnivore. Est-ce que ça se ferait
de survivre, entre guillemets. On s'entend des très gros guillemets, mais est-ce que ça se ferait justement pour un omnivore, quelqu'un qui aime beaucoup la viande, de juste trouver sa viande dans des bennes? Est-ce que tu penses que ça serait faisable? Oui, c'est pas impossible. Ok. Faut- Ben, le raton laveur qui fouille dedans ou. C'est à prendre de la chasse en même temps. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Retour aux sources. 1 million de rats à Montréal, hein? Vous voyez pas le même potentiel que moi, hein? Faut pas les Croquettes, nourrir. hein? Tu peux te faire un chapeau après avec la fourrure du raton. Mais enfin... Ah, j'aime ça le mot, moi. Bon, oui, je vous dirais, c'est possible. Ça dépend. La question, en fait, du dumpster, c'est quel endroit, en ce moment, se débarrasse d'items de ce genre. Ok. Moi, personnellement, je suis une grosse fan de fromage. Puis, j'ai appris avec le temps à savoir quel endroit jette du fromage, où et quel genre. Ok. Donc, la même chose se fait avec le temps. Dans le fond, il se crée une intelligence du dumpster. On sait quel dumpster jette telle affaire, quand, en quelle quantité, en quelle qualité. Donc, on finit par magasiner nos poubelles de la même manière qu'on finit par magasiner notre épicerie. Ok. Puis, l'item ne change pas. La stratégie change. On va s'adapter en conséquence, mais ça change pas. La viande, personnellement, j'en ai jamais cherché. Fait que j'en ai jamais trouvé vraiment. Ok. J'en ai déjà trouvé, c'est pas impossible, mais moi je sens que c'est plus rare. Souvent la viande veut pas va rester longtemps sur les tablettes à la base. Donc personnellement j'aurais une barrière psychologique que je n'ai pas avec aucun item. D'ailleurs, il y a des yogourts dans mon frigo qui sauront témoigner de ce que je viens de dire. Mais non, c'est pas quelque chose qui est impossible. En fait, à la base du freegan, c'est de pouvoir mettre nos mains sur des objets convoités duquel on a besoin sans dépenser un sou. Donc, D'accord. tout est possible. Donc la chasse, finalement. Oui, on appelle ça la chasse, puis personnellement... Je pense pas que Samuel parlait de la même chasse. Non? Pour avoir vu sa face. Continue. Ouais, non, en fait... Mais il y a un parallèle à faire, quasiment. Oui, là. il y a carrément un parallèle à faire, puis veux pas, il se crée tout un lexique du dumpster, et la chasse en fait partie. Je dis, je m'en vais chasser, je m'en vais à la chasse, je mets mon linge de chasse. C'est quelque chose qui revient souvent. Ok. Puis justement, je veux juste préciser aussi, tu vas pas fouiller dans les poubelles des gens, c'est dans celles des commerces. J'ai l'impression que c'est probablement la même chose pour la majorité ou l'ensemble de la communauté freegan à Montréal. Oui. C'est pas des ordures personnelles, c'est vraiment celle commerciale. Oui, en fait, c'est vraiment les ordures personnelles, ça... de mon point de vue à moi, ça va devenir intéressant dans un seul contexte. C'est, par exemple, durant le 1er juillet. 1er juillet, ouais. Le 1er juillet, les premiers du mois à Montréal, quelque chose qui peut être intéressant, les moments où les étudiants étrangers vont quitter dans les quartiers universitaires. Ok. Je me suis habillée professionnellement de la tête aux pieds dans une ruelle de Mont-Royal. Je dis merci à une étudiante française que je n'ai jamais connue, mais qui m'a carrément habillée. C'est pas... Par exemple, c'est pas quelque chose qui est commun, puis généralement, les surprises sont pas très intéressantes. Ça doit pas, non? Non. C'est vraiment plus au niveau des commerces. Donc, ce qu'ils vont jeter, c'est des items pour lesquels ils ont besoin de faire de la place pour des plus frais, pour des plus beaux. Mm-hmm. C'est des choses qui sont, je dis entre guillemets, brisées, ou d'autres qui sont passées de mode ou de saison. Par exemple, je pense, une fois, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de trouver des gels de douche rouges avec des flocons de neige dessus rendus au mois de juillet. Ça a l'air pareil. Ben oui. Oui. Je trouve ça franchement aberrant que quelqu'un va jeter ça alors que la saison va revenir. Là. Ah, c'est Oui. ça. Le savon va être aussi bon. Et voilà! Ok, on apprend à être tout le temps hors saison, mais Ben ouais, on a toujours un petit sourire. Tu te rends compte à quel point aussi, des fois, justement, c'est un peu ridicule comme marketing, que l'objet va marcher pareil. Va faire ce qu'il y a à faire, veut Oui, pas. oui, certainement. Puis, par exemple, on se rend compte du potentiel fortement éphémère de la commercialisation, puis à quel point
on met un gros effort dans l'ici et maintenant quand l'objet qui sera pas vendu va perdurer quand même dans le temps. Puis on a quand même un objet dont personne ne veut qui reste quand même là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'à faire. On fait des billes. Puis justement, comment que les commerçants réagissent à ça? Je veux dire, ils sont pas fous, ils savent que vous venez... la fruiterie du coin, elle le sait, elle est pas conne, tu sais. C'est quoi en général la réaction? Ça dépend tellement des endroits. Il y a... je ne nomme pas normalement de place le Magic Dumpster, qui est un centre de distribution à Saint-Léonard pour des épiceries végétariennes, organiques et autres. Eux sont tellement habitués que lorsqu'ils ouvrent les portes de garage, c'est dans un parc industriel en passant, donc lorsqu'ils ouvrent les portes de garage pour la benne absolument géante, ils prennent le temps de regarder dedans s'il y a quelqu'un. OK. Il y a d'autres fois où, dans une ruelle, sur le plateau, il y a une ruelle où le soleil a l'habitude de plomber, donc il y a un potentiel de gaz. Même si le soleil reste pas longtemps dans la ruelle, ils mettent de la glace rasée à l'intérieur. Donc la nourriture est parfaitement belle, même si c'est un des plus beaux coins pour faire son épicerie. Personnellement, j'ai déjà payé pour des items moins beaux que ça. Puis, ils mettent littéralement sur la glace des fruits, des légumes, des gâteaux, des pâtisseries, du poisson préparé. Donc, ouais. Sinon, j'ai déjà eu des pseudo-confrontations. Des commerçants qui n'étaient pas du tout impressionnés par la technique. OK. Ça m'est arrivé 2 fois. 3 fois, en fait. Puis, je m'en suis toujours sortie avec l'humour. Donc, il y a une fois où je suis tombée sur un jeune homme qui promenait son chien. Donc, j'étais carrément le corps au complet dans la poubelle. Donc, je me fais un escalier en sac de poubelle plein. Je monte la poubelle. On apprend nos techniques. J'extirpe mon corps. Il me regarde et dit « Peux-tu bien me dire qu'est-ce que tu faisais là? » Je le regarde. « Mais Caroline, je me demandais justement, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? » Il me regarde. Il est pas sûr. Il est parti. J'ai eu la paix. Sinon... C'est peut-être plus l'élément de surprise en tant que tel que... Ben, c'est ça. Ouais. Sinon, j'ai déjà eu... une fois, je fouillais, il y a un agent de sécurité qui est sorti. Je dis, ouais, la direction du centre commercial mentionne qu'il faut qu'on chasse les gens, gna gna gna. Je dis, mais monsieur, il n'y a rien d'illégal dans le fait de faire du dumpster diving. Au Canada, un bien abandonné devient propriété publique. OK. Fait que ça veut dire littéralement finders keepers. Donc, il me regarde, remarque que son stunt marche pas trop. Il est reparti en bougonnant. De toute façon, tu restes jamais 3 heures dans un coin. Donc, tu sais, c'est des interactions qui durent 3 secondes pour, par exemple, un tour du site, un tour de la benne qui va durer 10 minutes quand tu vas avoir fouillé extensivement. Donc, ça dure jamais vraiment longtemps. Donc, ils n'ont pas le temps vraiment de faire quelques problèmes que ce soit. Sinon, il y a une fois, ça c'est vraiment l'altercation la plus, entre guillemets, violente que j'ai eue. Je revenais d'un 5 à 7 dans le centre-ville. Je décide, il fait beau, je m'en retourne à la maison à pied. Je suis en talons hauts, en tailleur friggin'. Encore une fois, merci à l'étudiante française en question. Puis je décide que j'ai une fringale puis que je veux une pâtisserie. Je sais que telle pâtisserie, à telle heure, à tel jour, a justement des vidanges sur le trottoir. Donc, moi, bien endimanché, décide que je fouille. Le commerçant me voit faire, sort de sa vitrine, de sa devanture, le magasin, il dit « Mademoiselle, vous avez pas le droit, c'est pas propre, vous allez être malade. » Je dis « Mais non, monsieur, c'est jeté là, il y a pas de poussière, il y a pas rien. C'est correct. » Je dis « Madame, vous avez pas le droit, vous allez être malade. » Mais non, monsieur. Je voyais que vraiment, il voulait vraiment tenir tête, mais il n'y avait plus d'argument. Il n'y avait pas d'argument. Fait qu'il est juste parti en bougonnant. J'étais comme, bon, ben j'ai gagné. Fait que
j'ai mis ma pâtisserie dans la bouche, j'ai fermé mon sac, puis j'ai continué à manger. Puis Sam, je te mets sur le spot, là. Il y a très longtemps, je sais que tu as déjà travaillé dans une épicerie. Est-ce que tu as déjà eu des directives ou entendu parler de directives de l'épicerie où tu étais, comme quoi, en se débarrassant d'un produit, il fallait s'arranger pour le détruire ou quelque chose du genre? Ben, de façon générale, dans les commerces de détail, souvent, on va retrouver des directives comme ça qui, de ce qu'on finit par comprendre, sont vraiment, visent en fait les employés. Parce que ce qui arrive, puis Rosemary peut témoigner, elle a travaillé dans un magasin qui vendait des articles de décoration puis des meubles. Mm-hmm. Bon, c'est un peu la même chose finalement, mais on retrouvait justement ces directives-là parce qu'on voulait éviter que les employés abusent de leur pouvoir finalement sur les aliments ou les produits qu'ils manipulent pour pouvoir en profiter eux-mêmes. Ouais. Donc par exemple, lorsqu'on avait tu parles d'épicerie, moi je vais parler plutôt de mon expérience quand je travaillais au dépanneur, on vendait des pâtisseries fraîches. Puis les pâtisseries fraîches, il fallait les compter, il fallait les mettre dans un sac, transparent, bien à la vue, avec le décompte. Puis croyez-moi, les gestionnaires les plus zélés allaient les recompter parce qu'ils ne voulaient pas que les employés se servent dedans. On ne mentionnera pas la chaîne de dépanneurs, mais ça me surprend aucunement de cette personne, du propriétaire. Moi, ma seule question par rapport à ça, c'est est-ce que vous finissiez par en jeter pareil? Oui, on les jetait. C'est ça c'était pour les jeter. C'était jeté, oui. Puis, je veux dire, avec la surveillance qui était faite, etc., il y avait vraiment un zèle par rapport à ça, parce qu'on voulait éviter que des cas comme ça se reproduisent. Enfin, moi, j'ai jamais osé personnellement, là, mais c'est peut-être parce que je suis un peu pissou, là. J'aurais pu très bien aller porter le sac, revenir, ou encore le cacher quelque part de plus safe et revenir. Là. Je sais que, bon, dans une chaîne de restauration rapide, j'ai souvent entendu des gens réussir à cacher des sacs de bagels, puis réussir à remettre la main dessus parce qu'il était expiré, entre guillemets. Je vais extrapoler un peu sur ce que tu as dit à propos de mon ancien travail. C'est ça, moi j'ai travaillé dans un magasin de meubles et décorations. Des produits qui sont pas vraiment périmables, hein, on va se le dire. Puis c'est ça, nous quand on recevait les articles, en fait, s'il y avait un petit défaut, que ce soit une égratignure ou admettons une vitre de brisée ou des choses comme ça, ce qu'il fallait faire, c'est démolir intégralement l'objet. Donc s'il y avait une vitre de briser toutes les autres vitres, puis de crochir le cadre de métal, mettons, soit d'un cadre ou d'un... J'en ai réparé des cadres dans ce genre-là. Là. Ouais, non, crois-moi qu'on peut pas les réparer quand on mettait la main dessus. Là. C'était des questions de, mettons... on avait une lampe dont l'abat-jour est brisé. Ben, on mettait le coup de couteau complètement dans l'abat-jour pour le briser davantage. Puis la lampe, on la prenait puis on la frappait pour la casser. C'est épouvantable. On se dit n'importe quel employé aurait pu en profiter. Puis si les employés en voulaient pas, n'importe qui aurait pu venir le chercher. C'est des items qui étaient encore tout à fait corrects, là, dont on pouvait très, 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 très bien se servir. Mais non, c'est ça, la politique, c'était de rendre l'objet vraiment carrément inutilisable, ce que je trouvais complètement aberrant. C'est vraiment pour se protéger des employés en tant que tels. Donc, ça montre encore, je trouve que, bon, je partirai sur cette bulle-là tantôt, mais je trouve que le freeganism, justement, comme c'est pas un mouvement c'est un mouvement que je trouve beau, mais que je trouve qu'il n'a pas sa place dans la mesure où est-ce que ça ne devrait pas exister. C'est un symptôme, à mon avis, un symptôme de quelque chose de plus grand, puis de retrouver justement à l'autre extrême ces entreprises qui donnent des directives destructrices à l'égard de leurs produits pour éviter que les employés en profitent. Encore une fois, je trouve que ça montre toute tout l'aspect sauvage du système dans lequel on baigne. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a une précision importante à faire, c'est que toi, Marielle, tu fais pas ça parce que sinon, tu n'aurais pas les moyens de te nourrir. Tu fais ça, tu as une certaine conviction idéologique là-dedans. C'est une façon aussi de sauver de l'argent, veux pas, pour faire d'autres choses avec cet argent-là, mais c'est pas seulement des personnes qui sont dans la misère qui vont faire ça. Puis je pense que c'est là que c'est intéressant, que ça va plus loin, que c'est pas seulement
que notre société fait qu'il y a du monde qui a besoin de faire ça, mais c'est qu'il y a un intérêt à le Ça faire. devient un aussi. choix. Ça devient un choix, c'est ça. Dans mon cas, c'est pas du tout un choix. Moi, ça a toujours été de la curiosité intellectuelle à la base. Je me suis rendu compte, en fait, sauver de l'argent, c'est un heureux accident, si on peut utiliser le terme. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière de criminologue en 2015 dans la rue avec les mendiants dans l'épicerie de Montréal où un chèque d'aide sociale se dépense en 45 minutes le 30 au soir dès qu'il est déposé. Donc, à la base, moi, j'ai été très rapidement accoutumée à voir des gens avoir absolument rien, qui étaient pour des bas, qui étaient pour rien, qui étaient pour un Kleenex. Donc, j'ai installé des gens en logement qui partaient de rien, qui n'avaient pas de lit quand ils ont signé leur bail, qui n'en ont pas eu avant des semaines parce qu'il leur restait plus d'argent sur leur chèque d'aide sociale, que la Saint-Vincent-de-Paul, malheureusement, n'avait pas de lit à leur donner à ce moment-là. Je dis la Saint-Vincent-de-Paul, mais je parle de n'importe quelle boutique d'aide aux plus démunis en général. Donc, j'ai été très rapidement habituée à voir des gens avoir rien, puis attendre littéralement, pas juste en 2 payes, là, en 2 mois, là. Ouais. En 2 mois, 3 mois. Puis, par exemple, quelqu'un pour qui l'idée de s'acheter des rideaux ou, par exemple, tel ou tel mobilier qui est un petit peu plus cher, il faut qu'il attende 3 mois, puis qu'il faut qu'il budgète. Donc, pour moi, pouvoir faire du dumpster, c'était un espèce de pied de nez à cette pauvreté-là, puisque j'ai été sensibilisée assez rapidement à des gens qui n'arrêtaient pas de faire le tour des banques alimentaires pour pouvoir se nourrir parce qu'ils avaient carrément pas les sous. Donc, c'est des gens qui sont débrouillards, qui ne choisissent pas ce qu'il y a dans leur assiette. À Montréal, la faim en tant que telle, c'est pas le problème. C'est la variété, puis c'est le choix qu'on a dans notre assiette. Donc, moi, de mon côté, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ces gens-là? Donc, j'ai décidé que j'allais abandonner le choix dans mon assiette. C'est un petit peu ça que le dumpster me permet d'avoir. Puis, c'est une réalisation que beaucoup de freegan vont avoir, c'est je vivais très bien, je mangeais très bien avant de commencer à fouiller dans les bennes. Je mange beaucoup mieux depuis que je fais les bennes. Parce qu'il y a des aliments d'une très grande qualité qu'on retrouve. C'est quand même paradoxal, là. C'est... Moi, personnellement, comme agent de changement social, je me vois pas du tout aller dire à un client « Ah, telle poubelle, là, pas pire, pas pire. C'est pas fameux. La personne, déjà, est pas grosse dans son soulier quand elle atterrit dans ton bureau. Donc, c'est quelque chose qui se fait pas. Donc, pour moi, à la base, c'est aussi une manière de me rapprocher des gens que je suis apportée à aider. Puis, veux pas, on finit par transformer nos valeurs, on finit par transformer notre manière de voir la vie. Puis, l'aspect freegan est vraiment venu créer un deuxième pont avec les gens avec qui j'étais appelée à entrer en relation à cause de ça. Puis, la grosse ironie du sort, c'est que en ce moment, dans l'intervention communautaire au Québec, souvent, pas tout le temps, souvent, il y a des postes qui demandent des formations quand même assez intenses et qui payent à peine plus que le salaire minimum pour des postes qui pourraient très très bien être syndiqués dans la fonction publique. Donc, on a des professionnels qui occupent des métiers dangereux, des métiers importants et qui n'ont pas les moyens tout simplement de faire vivre une famille. Donc, pour moi, c'était aussi face à un salaire qui n'est pas toujours évident, on va se le dire, de pouvoir complémenter. En étant capable d'arriver, mais de pouvoir complémenter, d'avoir un petit plus dans la qualité de vie. C'est là tout le paradoxe, finalement, c'est de voir qu'on vit dans une société d'abondance où est-ce que tout est facilement accessible. Puis on parle de fruits et de légumes, justement.
à une époque pas si lointaine, on vivait vraiment au gré des saisons, puis l'hiver, ben, tu mangeais des patates, puis de la viande qui avait été salée, ben, exactement. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, on se retrouve justement à une époque où il y a tellement une grande abondance que le système nous encourage, ben, pas nous encourage nous, mais encourage en fait justement le gaspillage pour des raisons économiques, qu'on ait de la difficulté comme je trouve que justement cette abondance-là devrait pouvoir être profitable à tout le monde puis qu'elle devrait être redistribuée, mais non, il faut absolument qu'il y ait des gens qui aillent le chercher. Puis c'est ça qui me révolte en fait par rapport à la présence d'un tel mouvement, puis aussi noble soit-il, je trouve ça complètement aberrant qu'il n'y ait rien qui se fasse justement pour pas faire disparaître le mouvement, parce que je pense que juste pour le principe de troc puis de partage de deuxième vie, parce que l'outil, l'objet ne devient pas inutile parce que toi t'en as plus besoin, il va devenir utile pour quelqu'un d'autre. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'on soit pas capable de solidariser au-delà de ces petites communautés-là, qu'on soit pas capable justement de systématiser ça un peu, d'institutionnaliser ça davantage pour qu'on puisse tout récupérer ça puis redistribuer ça. Ouais. Parce que si vraiment les banques alimentaires étaient capables de tout reprendre ça et tout, on parlerait pas d'un tel mouvement. Ben non. En fait, en ce moment, surtout dans les 5 dernières années, moi je pense juste à mes années actives, là, mettons dans les 4 dernières années, parce qu'on approche 2019, j'ai vu passer peut-être 5 documentaires différents portant sur le gratuivorisme, sur des gens que j'ai rencontrés justement la face première dans les bins. Puis il y a un certain éveil, ça commence. Il y a des organismes en ce moment qui poussent pour la récupération alimentaire. Il y a un guide en ce moment, facilement accessible d'ailleurs sur Internet, sur comment monter un frigo communautaire, comment solliciter des commerçants, comment faire valoir un échange win-win, comment on vous débarrasse de vos invendus et par exemple en échange on regarde si on peut pas vous avoir un crédit d'impôt. Okay. Si on vend l'idée comme ça, des fois ça peut faire du chemin. Mais oui, il y a un gros travail de sensibilisation, mais les ponts sont pas si difficiles à construire. Il faut juste, premièrement, il faut accepter le fait que ça va nous prendre du temps et il faut se mobiliser pour le faire. Personnellement, en ce moment, moi, je travaille dans le Cours des Neiges et j'ai décidé d'essayer de lancer un projet de frigo. C'est encore embryonnaire, mais j'ai cogné à la porte de 2 magasins différents. Puis je me suis rendu compte, en fait, que c'est pas nécessairement une fermeture à récupérer les invendus, mais c'est plutôt, si je vous donne la bouffe puis vous êtes malade, est-ce que vous allez me poursuivre? C'est des questions légales. Ouais, c'est des questions légales, c'est aussi des idées préconçues. C'est des craintes préconçues qui sont pas irréalistes, mais qui, en fait, ne sont pas fondées. Par exemple, au Canada, comme je mentionnais, le fait de fouiller dans les poubelles, même si ça appartenait à quelqu'un d'autre, ça n'est pas du vol. C'est parfaitement légal. Puis, c'est le Code civil du Québec, en fait, il y a la clause bon samaritain. Donc, une personne qui te donne quelque chose de bon cœur, qui te donne de la nourriture de bonne foi, tu ne peux pas te tourner et aller la poursuivre. OK. Donc, par exemple, une épicerie qui décide qu'elle donne tous ses invendus ne peut pas être poursuivie si jamais quelqu'un tombe malade. OK. Tout simplement. C'est sûr que c'est pas souhaitable, mais c'est pas un geste qui est possible. OK. Fait que ça peut être une bonne façon justement de rassurer les plus petits commerçants qui n'auraient pas les moyens de se battre en cours ou quelque chose de même. Juste de leur faire comprendre que, en fait, la loi, c'est pas ça. La loi est de ton bord. Tu fais un geste, tu fais un bon geste. Là. Exactement. Puis d'ailleurs, j'ai eu un échange favorable avec un commerçant, puis peut-être un débouché qui va être à travailler avec cet argument-là. Je dis oui, bonjour, je voulais savoir, est-ce que vous jetez des choses des fois? Je dis, ah ouais, ça nous arrive souvent, gna gna gna. Mais nous, on fait des soupers communautaires, puis des fois, on a besoin de stock. Je dis, mais ouais, mais si jamais je vous donne du stock, vous êtes malade, vous allez pas me poursuivre, ou ah, vous pouvez pas me faire de problème. Je suis comme, oh mon Dieu, monsieur, non, au contraire, nous, on va avoir des bonnes relations avec vous. On veut au contraire vous bénéficier. On veut quand même vous aider dans une certaine mesure où on vous débarrasse de certains items
qui vont vous prendre moins de temps à vous débarrasser. Ça, quelque chose que vous allez pouvoir investir autrement dans d'autres tâches que vous avez besoin. Donc, appelez-nous quand vous avez des items que vous voulez vous débarrasser. Puis nous autres, on va faire le mi-chemin sur comment faire en sorte que ce geste-là vous est bénéfique. Donc, c'est de pouvoir arrimer ses flûtes pour que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Là. Tant qu'à jouer dans le système, autant se battre avec, puis utiliser ça comme argument, comme quoi, ben, vous faites une différence dans votre communauté, c'est juste de la bonne publicité, vous faites passer le mot comme quoi vous participez, puis je pense que c'est la meilleure façon, en fait, lorsqu'on voit les petits, justement, se liguer ensemble, puis qu'il y a juste les gros qui se marginalisent en se refusant une telle pratique, que là, la pression est mise sur eux, puis qu'on est capable de les faire débloquer, là. Oui, je pense qu'il y a un potentiel. Oui, puis moi, quelque chose que je me suis rendu compte, puis sans mépriser aucunement le sentiment de colère face à certaines luttes de revendication, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut résoudre avec une bonne farce, une bonne humeur, puis une conversation calme de 10 minutes. Je me suis rendu compte justement qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas fermés à l'idée de vendre leurs invendus, mais il faut savoir comment aller chercher ces gens-là. Donc, même justement en expliquant la portée d'un projet, il y a toujours moyen de les embarquer. Toujours. C'est vraiment cool, ça. Puis en fait, c'est le fun de voir qu'il y a... Il y a une ouverture d'esprit. Il y a une ouverture d'esprit, c'est ça. Puis qui semble grandissante aussi de la façon que tu en parles. Tu mentionnais les documentaires qu'il y a eu sur le sujet dans les 5 dernières années. Tu as toi-même participé à des émissions de télé, entre autres avec Léa Clermont-Dion, de Mitsu Léa, une émission aussi à ma TV il n'y a pas longtemps, je me souviens pas du nom. C'était 514 Undiscovered, qui porte sur les communautés underground de Montréal. OK, donc dans les deux cas, justement, tu avais les reporters qui venaient avec toi faire du dumpster diving, puis en fait mieux comprendre le mouvement. Est-ce que tu as vu une différence, que ce soit dans ton entourage proche, dans la communauté freegan, ou même des fois peut-être même chez les commerçants, depuis ces reportages-là? Est-ce qu'on te reconnaît comme la fille qui a joué des vidanges avec Léa? Ou c'est... Je pense que ça m'est arrivé une fois, puis en fait, c'est suite à une entrevue avec Portrait de Montréal en 2016, en janvier-février 2016. Ça m'est arrivé une fois dans un échange freegan. Sinon, ça m'est pas arrivé en tant que tel. Par contre, quand quelque chose qui m'arrive très souvent, c'est quand je mange mon lunch à la salle des employés. Ou, peu importe, c'est « Ah, ça a l'air bon ce que tu manges, où est-ce que tu as acheté ça, gna gna gna. » Entre nous deux, là, j'étais allée dans un centre commercial où il y avait 4 commerces différents. J'ai aucune idée quel commerce a acheté ça. Je sais pas c'est combien. Demande-le-moi pas. C'est « t'as acheté ça où? Je le sais pas. Ça traînait là, je le mange, bon. » Puis, ouais, donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Puis, c'est « Ah ouais, sont belles tes nouvelles Doc Martens, combien t'es as payées? Gna gna gna. » Ah ben j'ai pas payé, tu sais, j'ai échangé avec quelqu'un contre telle ou telle affaire. Je dis « Non, c'est pas vrai. » Puis, face à cet intérêt-là, c'est sûr que des fois, il y a une ouverture pour parler de dumpster diving. Puis, comble de l'ironie du sort, j'ai discuté avec mon employeur, justement, du fait que j'allais accorder une entrevue, de ne pas paniquer, de me voir le corps complet dans les poubelles. Que c'était quelque chose que je faisais depuis 3 ans, que c'était justement dans un but militant et non pas pour sauver des sous, qu'il n'y avait pas personne qui allait mourir de faim, tout est beau. Puis, une collègue a dit « Ah oui, moi j'ai vu ça à la télévision il y a quelques années, j'avais trouvé ça intéressant, la fille est allée fouiller dans les poubelles. » La fille en question, c'était moi. C'était toi? Ouais. J'étais comme « Hey, ça me dit quelque chose, cette émission-là. » Fait que ouais, donc j'ai pas été reconnue en tant que telle. J'ai déjà eu des drôles de coïncidences, mais j'ai pas signé d'autographe encore. Ah, qu'est-ce que c'est? Je vais signer ton paquet de steak haché. J'ai encore plein de questions, je vois le temps qui passe. On a encore un peu de temps, ok. Tu parles beaucoup justement du temps que ça te prend pour faire ça, mais on n'est pas trop rentré dans les détails.
quelqu'un qui veut commencer, puis en fait, je pense que je vais embarquer tout dans cette grande question-là plus large pour conclure l'émission. C'est quoi les choses à savoir pour quelqu'un qui veut commencer? C'est combien de temps qu'il doit mettre, qu'il doit prévoir dans sa semaine pour faire ça? C'est quoi tu m'as déjà parlé un peu de l'espèce d'étiquette autour de ça, les quoi faire, quoi pas faire. Je sais que depuis le début de l'émission, justement, tu ne mentionnes pas d'endroit. Il y a des raisons derrière ça. Je serais vraiment curieux de t'entendre sur tous ces éléments-là. Je te garoche ça un peu. Oui. Mais... OK. On se dit un crash course de 30 secondes sur les bases du dumpster. C'est parfait. Génial. OK, à la base. Quand on Tu peux veut prendre ton temps commencer... pareil pour le dire. OK, donc... C'est la beauté d'un podcast. On peut rouler ça aussi longtemps qu'on veut. Là. Oui, en fait, de prime abord, c'est sûr que quand on commence, on sait pas toujours où se tourner. On sait pas comment commencer. Mm-hmm. Moi, ça m'a pris au moins 3 essais avant de trouver quelque chose. Puis c'était un petit bol à fruits. Puis là-dedans, il y en avait peut-être 2-3 de pokés. Fait c'est sûr que plus on avance, moins ça prend de temps. Personnellement, je suis rendue avec des spots où je vais au dépanneur, j'ai besoin d'une collation, j'ai besoin de fruits et légumes, ou je m'en vais chez Costco. Donc, littéralement, je me suis fait une liste, en fait, sur Google Maps, sur qu'est-ce que j'avais besoin, puis quel commerce m'apportait ce que j'avais besoin. Puis, par exemple, cette semaine, c'est la fin de session, j'ai pas de temps. Puis, malheureusement, il y a des cadeaux de Noël, il y a des ci, il y a des ça, il y a des factures qui s'empilent. Donc, ça pourrait peut-être faciliter mon budget d'aller me chercher une coupe de fruits et légumes. Donc, je me suis donné 1h30 de marche, puis j'ai fait quelque chose comme 4 bennes. Ça m'a pris, c'est ça, 1h30 pour faire un loop. Je dirais en moyenne, là, quand on est motivé, 2 heures par semaine, ça peut être excellent, quand on sait où regarder. Par contre, quand vraiment on sait tout simplement où on a besoin, quoi on a besoin, dans quelle quantité, ça peut prendre 5 minutes. Donc... Fait que c'est vraiment avec le temps, justement, qu'on développe une efficacité face à ça. Oui, ça dépend, c'est ça. On apprend comme je disais plus tôt, on apprend une intelligence du dumpster. Puis, on en développe un certain plaisir parce que ça reste une chasse au trésor. Une chasse au trésor pour adultes, même si des fois on trouve des jouets d'enfants. C'est peut-être mieux que des jouets pour adultes. Effectivement. Tu l'as pas fait. Tu ris, mais j'ai déjà trouvé un spéculum. Oh! Juste pour votre curiosité. Oh ben... J'étais pas si curieuse que ça. Non, c'est ça. Ça par exemple, avec Clarence, nous, la tradition qu'on a, c'est il arrive chez moi à 7h30, on se parle de la vie jusqu'à 8h, on met notre linge, pas pour aller à la messe. On embarque dans ma voiture qui est pleine d'échelles, d'outils en tout genre, de sacs réutilisables. On part, on s'en va chercher un café, soit chez McDo, soit chez Tim Hortons, jugez-nous pas. Puis, on fait la plus grosse ride de dumpster de l'histoire des rides de dumpster. On fait peut-être 4 coins. On commence sur l'île, on en fait 3 à l'extérieur de Montréal, et à la fin, il y a tellement de nourriture qu'on ne voit plus dans le rétroviseur. Il y en a, on a de la misère à fermer les portes dans l'arrière, il y en a sur le backseat, il y en a dans la valise. Là, il y a bête aux vaches. On appelle notre tante, notre grande-tante, notre cousine, la sœur de... On sait plus quoi faire avec notre bouffe. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on finit par la domper dans les parcs publics. On la prend en photo. On le publie dans les réseaux sociaux, dans les groupes de dumpster. On dit « Hey, on a trouvé telle affaire. Venez vous servir. C'est à tel parc, coin telle rue et telle rue. » On commence, il est 8 heures. Des fois, ça nous arrive de revenir à la maison. Il est 1h, 2h du matin. On trie les choses et on s'endort en triant. Mais c'est un grand plaisir. C'est juste une opportunité de se revoir. Mm-hmm. Moi, j'ai une petite question pour toi, Marie. Tu as parlé de... En fait, tu commences sur l'île de Montréal, puis tu termines à l'extérieur. À quel point il y a du potentiel pour l'extérieur de la ville de Montréal à faire du dumpster diving? Énorme. Ah oui? Parce qu'il y a il y a une moins grosse demande? Non, il y a une moins grande piscine de population. OK. C'est des familles, c'est des gens qui ont un mode de vie actif, qui ont
C'est par exemple qu'ils reviennent du travail, ils doivent aller chercher les enfants à la garderie, après ça, il y a un cours à tel ou tel endroit. Juste faire l'épicerie, c'est un privilège dans leur horaire chargé. Donc, ils n'ont pas le temps de commencer à faire de la prospection, là. Donc, c'est souvent ça qui va faire en sorte que les bennes sont pleines à craquer. T'as moins de compétition avec d'autres freegan. Compétition. Il y en a des freegan qui sortent de l'île de Montréal. En fait, c'est d'autres freegan qui m'ont donné, par exemple, les adresses en question. Je pense à 1 ou 2 reprises. Ah, je suis allée une fois, c'était quand même bien. Fait que si jamais tu y vas, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Mais, ouais, non, sinon, c'est fou. C'est juste de regarder. Prendre la peine d'ouvrir une porte. Des fois, les endroits les moins soupçonnables renferment des trésors inimaginables. Par exemple, j'ai déjà trouvé des étals complets de chocolat Lindt après Noël, de toutes les formes possibles. En cœur sucré, en cœur crémeux, en palette, en poudre, en ci, en ça, en veux-tu, en v'là. On a calculé les prix pour le fun. On avait peut-être 400$ de chocolat. C'est ridicule. C'est ridicule. Hop, ça, là, c'était juste un item parmi plein, là. Il y avait du maquillage, il y avait des cadeaux, il y avait des paniers. Ouais. C'était ridicule. Donc, les pharmacies, c'est très, très bien des fois. Hein. On pense vraiment fouiller pour, par exemple, pour de la nourriture, mais on suspecte pas non plus le fleuriste du coin qui vient juste de jeter ses plus fraîches coupées, ou on pense pas non plus au boulanger qui a des quantités multiples de pain. Donc, il faut se permettre d'être créatif aussi. OK. Puis, dernière question, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut commencer. C'est la chose à faire et à ne pas faire. T'es plus dans le ne pas faire, je pense que t'as donné un bon guide justement de comment bien commencer. Mais pour qu'est-ce qu'il faut pas faire, disons? OK. Je vais quand même finir le segment à faire. De prime abord, c'est sûr que quand on commence, on est toujours plus craintif, on est plus dédaigneux. Moi, personnellement, je ne suis pas grande. C'est un obstacle des fois. Je suis déjà restée poignée, c'est pas très le fun. Criez pas de moi. Soit une échelle, une petite échelle, un petit escabeau qui se plie. Comme un 2-3 marches, là. Genre. Des pinces à long manche qu'on trouve pour 3$ au Dollarama. Des fois, ça nous sauve la vie. OK. Des fois qu'on est à 1 mm près là, de pogner le paquet de telle affaire, puis que ça marche pas. Juste la pince, ça peut juste les rapprocher, ça fait une différence. Des gants de jardinage. Si on est un peu dédaigneux, ça brise la barrière psychologique. Donc, ça enlève un petit peu de la gêne. Le dumpster, ça fait souvent la nuit pour pouvoir travailler sans nous déranger. Donc, pour se dégager les mains, une lampe frontale, ça peut aider. C'est pas essentiel, ça peut aider. Moi, personnellement, je suis rendue tellement hillbilly dans mon approche que je m'éclaire avec mon cellulaire, pas de gants, pas rien. Ah ouais! C'est l'expérience qui rentre. Sinon, les sacs réutilisables font toute une différence. Okay. Les sacs réutilisables lavables, c'est l'idéal. OK. Il y a aussi une éthique du dumpster qui est très importante. C'est des règles non écrites entre les gens. C'est pas tout le monde qui les suit. Il n'y a pas de livre rigide à ce niveau-là. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise du tout à l'idée de partager on les appelle mes spots. À part avec des gens de confiance. Donc, j'ai des amis très proches qui vont faire du dumpster. J'ai déjà vu comment ils opèrent. Ils sont très propres, ils sont très respectueux. Ils prennent ce dont ils ont besoin. Puis, la ruelle est plus propre que ce que l'était quand ils sont arrivés. J'ai pas de problème à partager mes idées. C'est un win-win. Ils me donnent les leurs, je leur donne les miens. Mais, par exemple, comme dans le cas de Mitsu et Léa, ou de n'importe quel autre endroit, je ne suis pas à l'aise à partager mes spots parce que des fois, il se fait un bouche à oreille. Il y a une intensification des activités. Il y a de plus en plus de gens qui sont pas toujours propres. Il en faut juste un. Hein? Il en faut juste un, ils cochonnent, puis ouais. Ils cochonnent, ça peut arriver, ça attire la peste. Donc, le commerçant se retrouve avec un ticket
Et ça fait en sorte qu'il y a des cadenas qui Ça, sont... ou juste d'avoir un ticket parce qu'il y a des déchets à terre. Et voilà. À côté de sa benne, c'est pas de sa faute. Et voilà. Puis en plus, ça nuit aux relations que vous essayez de construire avec les commerçants. Et voilà. Donc, tu sais, je parle depuis le début des relations win-win, ça en fait partie. Pour s'assurer qu'on ait toujours de la bonne nourriture, qu'on puisse toujours aussi bien se nourrir grâce à des trucs qu'on trouve gratuitement, ça nous prend un minimum d'efforts, puis ça en fait partie. Donc, pour ça, pour moi, le fait de savoir faire preuve de respect envers les commerçants, c'est prioritaire. Ensuite, il y a aussi de ne pas déchirer les sacs. Ne pas déchirer les sacs, c'est pas toujours facile. Moi, personnellement, je suis une délinquante occasionnelle à ce niveau-là. J'essaie de ramener le sac avec moi après, si jamais il y a quelque chose d'intéressant dedans. Mais c'est ça, le fait de déchirer les sacs peut attirer beaucoup de vermines, beaucoup de ratons, d'écureuils. Puis on les comprend, ils veulent avoir leur part aussi, ils ont faim eux aussi. Pas très chouette pour la salubrité, puis pour les gens qui vont venir après. Donc, encore une fois, on fait preuve d'un certain respect pour les autres. Donc, on essaye de ne pas déchirer. On développe nos techniques pour pouvoir ouvrir un sac qui est fermé bien serré. Ou sinon, tout simplement, il y a des commerçants qui jettent dans les cartons de fruits et légumes dans lesquels ils sont ouverts. Donc, on n'a même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Sinon, j'essaie de penser, c'est ça, pas ouvrir ses sacs, partager ses spots, c'est vraiment au confort. On m'a déjà demandé d'organiser des ateliers, d'amener des gens en excursion faire du dumpster diving. C'est quasiment un safari en Afrique, la façon de... Oui, littéralement. T'as Ginette de 45 ans qui... Alors, dans ses photos. C'est ça, le Alors, petit chapeau. Mesdames et messieurs, ici, on voit un navet dans son habitat naturel. Mais non, j'ai déjà refusé à 2 reprises. En fait, je donnais des conférences dans des universités. On dit, est-ce que tu pourrais amener nos gens faire du dumpster diving? Non. Parce que même si généralement quand on sait où aller, ça veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir quelque chose. Comme par exemple la semaine dernière, je m'étais fixé 1h30, finalement j'ai quasiment rien trouvé. J'ai trouvé peut-être une pomme ou 2, une tomate, et que c'était décevant. Donc ça peut être excessivement plate pour la personne qui cherche pour la première fois, puis aussi ça donne une visibilité à des commerçants qui n'ont pas demandé ça. Ouais. Donc, le plus important quand on décide de vivre freegan, pour pouvoir rester libre, pour pouvoir rester freegan de toute dépense, c'est aussi de devoir faire des choix puis de renoncer à certaines choses. Ça veut pas nécessairement dire qu'on garde toute la nourriture pour nous, c'est jamais ça. Ça veut pas dire qu'on fait preuve d'avarice, c'est au contraire, c'est de protéger l'identité des bonnes adresses. On récupère toute la nourriture dans la mesure du possible. On la dépose dans un frigo communautaire, on la dépose dans un parc public. On s'assure que ça se retrouve dans les bonnes mains en essayant de faire une brisure entre le lieu d'origine et la personne qui va le recevoir. Super. Puis en terminant, la question qui tue. Oui! Es-tu déjà tombé malade à cause de bouffe que tu as ramassée dans les ordures? Jamais! Et voilà. Je pense que si on a, pour en convaincre d'autres, j'ai déjà mangé de ta bouffe aussi. Moi, j'étais plus dédaigneux, mais j'ai déjà mangé de ta bouffe. C'était excellent. Ça provenait des bennes, donc je pense que ça peut rassurer tout le monde. Puis On aussi... remercie Ben, donc. Exactement. Puis aussi, juste mentionner, tu as une page Facebook où tu parles justement de tes aventures freegan. Je vais te laisser la nommer. Oui, ça s'appelle The Hipster Cheapster, qui est une référence au Helter Skelter des Beatles. Hipster de même dans la vie. Dans le fond, en étant une cheapster, c'est de pouvoir vivre avec le moins d'argent possible. Donc, comme je mentionnais tantôt, je concilie les cycles supérieurs et le travail à temps plein dans le domaine social. Donc, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps pour faire toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup d'aventures cocasses de freegan qui essayent de se simplifier la vie. Ça fonctionne pas toujours, mais l'humour est assuré. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un aperçu d'un quotidien freegan dans les hauts comme dans les bas. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je répète, c'est la page, c'est de Hipster Cheapster et je suis ouverte aux questions.
Parfait, mais on va mettre le lien en fait sur Facebook, sur la publication pour l'émission de cette semaine. Absolument. Donc, Marie-Ève, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pense qu'on a eu un beau tour d'horizon justement Merci beaucoup. du gratuvorisme, du freeganisme comme vous voulez l'appeler. Donc merci beaucoup. Et en terminant l'émission, donc chères auditrices, chers auditeurs, juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Podbean, Apple Podcast. Sur Apple Podcast, très important de laisser 5 étoiles, des commentaires. Pensez-vous ces commentaires, faites-nous donc un petit cadeau de Noël, allez nous laisser un commentaire, on va être content, on va monter dans le classement, battre les algorithmes, on le répète à chaque fois. Ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave, on bat quand même les algorithmes. Puis donc voilà, et aussi bon, on est disponible sur Google Play. Et Spotify, ainsi que YouTube. Bon, je savais que j'en oubliais un. On a aussi une page Facebook et Instagram. Je vous invite à liker, partager, commenter. On aime ça, on grossit tranquillement, pas vite. Donc, puis si c'est plus vite, c'est correct aussi. On s'en plaindra pas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci encore à Marie-Ève. Et merci à vous, Sam et Rosemary. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye! Bye bye!